C'est sûr que 5 heures, faut que je parte. Les enfants, puis mon chum, il est seul avec les 4. Ça devient vraiment d'assumer dimanche tout seul. Faut pas que j'exagère. Non, faut pas exagérer. On va l'heure de plus la prochaine fois. Ben, on a, avec plus de temps. Le matin, ce soit le matin, oui, mais je pense qu'on a un peu triché, les premiers qui avons parlé. On n'a pas fait 15 minutes, je pense qu'on a tout ça. Oui, je pense que merci. OK. Merci de rester. Alors, je vais essayer de faire ça vite pour laisser du temps pour Jérémy. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est le projet APT pour lequel j'ai travaillé, qui est un projet d'accompagnement de formation didactique, de la didactique des sciences et en même temps de philosophie au primaire. Donc, c'est bon. Alors, APT, déjà, c'est le projet APT Rive-Nord. C'est avec la commission scolaire de la Rive-Nord, les commissions scolaires de la Rive-Nord, donc Laval, Rivière-du-Nord et autres, je ne connais pas tous les noms par cœur. C'est la directrice du département de didactique de l'UQAM qui a fondé ce projet-là il y a 2 ans. Là, on est dans la 3e et dernière année du projet. Puis, à la base, APT, ça veut dire accompagnement pédagogique en tétrade avec éclair de sciences. Donc, la tétrade étant des enseignantes qualifiées avec expérience qui sont en duo avec des stagiaires à leur dernier stage d'enseignement. Les conseillères pédagogiques de chacune des commissions scolaires et les spécialistes. Donc, pour la première année, c'est un spécialiste en sciences. À la 2e année, je suis arrivée, moi, comme étant la spécialiste en philosophie et je travaillais aussi avec le spécialiste en sciences. Et pour la 3e année, on a ajouté le volet opéra, donc se baser sur la programmation de l'Opéra de Montréal pour ajouter un volet artistique. Puis là, ben, on veut faire les liens entre sciences, philosophie et art. Alors, ça, ben, bon, les techniques, le chantier 7 du MERS, c'est programme de formation continue. Donc, là-dedans, c'est pas seulement apprendre aux stagiaires une nouvelle didactique, mais didactique des sciences ou d'une autre matière, mais c'est aussi la formation continue auprès d'enseignants d'expérience. Donc, Éclair de sciences, rapidement, c'est une plateforme qui va fournir des outils auprès des enseignants du primaire pour pouvoir bien apprendre la science, mais à travers l'expérimentation avec leurs élèves. Donc, ils vont, par exemple, sur le site, il va y avoir plusieurs expériences qu'ils peuvent télécharger. On va leur donner le matériel, ce dont ils ont besoin, comment ça va se passer. Puis là, donc, ils vont, après avoir été formés, disons, avoir expérimenté par eux-mêmes les expériences scientifiques, vont pouvoir le faire avec leurs élèves. Donc, la pratique de... Oui, OK. La pratique de la philosophie, là où ça intervient, parce qu'on peut se demander, OK, on fait de la science, on pratique des ateliers de science, pourquoi la philosophie? Là où où on a essayé de l'implanter, de l'insérer dans ce projet-là, c'est qu'en fait, ils vont se servir de la philosophie pour faire un retour sur les expériences qu'ils font. Et puis donc, à ce moment-là, les expériences qu'ils font vont servir d'outils, ils vont appuyer finalement les hypothèses qu'ils vont émettre dans les discussions, et les discussions qu'ils ont vont aussi servir à réintégrer ce qu'ils ont appris dans leurs expériences scientifiques. Ça leur permet, en gros, avec la science, mais aussi avec toutes sortes de matières. Puis là, ben, il y a éthique et culture religieuse qui finalement entrent souvent en compte, veut pas. Puis ça permet donc aux enfants de faire des liens justement avec les fragments de connaissances qu'ils apprennent dans leur cours et finalement leur expérience de la vie de tous les jours. Comme les communautés de recherche philosophique sont pas, comme disait tout à l'heure Nathalie, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. On a beau vouloir être le plus préparé possible avec un thème précis,
souvent on peut se dire, ben, on va parler d'épistémologie, puis finalement, ça va probablement mener, en passant par le Père Noël, à Jésus. c'est pas l'animatrice qui a le choix de comment est-ce que la discussion, sur quoi elle va mener. C'est ce qui fait que c'est très intéressant et c'est ce qui fait que là, j'ai mis comme exemple l'éthique et culture religieuse, mais ça peut aussi être sur toutes sortes d'autres axes dans l'apprentissage au primaire. Moi, je sais que c'est au primaire dont je m'en occupe, là, mais aussi, on a vu, là, comme ça peut être pas seulement à l'école primaire. Le modèle d'apprentissage qu'on utilise dans le projet APT, ça va être démonstration, pratique guidée et pratique autonome. Alors, il y a des journées de formation. Ça commence, la première journée de formation, c'est des journées de formation à travers un camp des sciences où on va au centre écologique de l'UQAM pendant 3 ou 4 jours. Et là, il va y avoir des expériences d'ateliers scientifiques et philosophiques. Et donc, c'est finalement les premières formations des enseignants et stagiaires, où là, ils vont expérimenter, ils vont prendre la place de leurs élèves, finalement. Ils vont faire les expériences scientifiques, accompagnés par le scientifique. Ils vont faire une communauté de recherche philosophique animée par moi. Et puis, ils vont vraiment vivre ce que leurs élèves vont vivre. Et puis, ensuite, donc, on leur présente un projet d'accompagnement. Puis, ça, c'est les journées de formation au départ, puis régulièrement dans le projet, il va y avoir un retour sur leurs expériences, donc des rencontres où les enseignants vont avoir l'opportunité de parler de leur expérience, peut-être ajuster aussi le matériel en fonction des besoins. Voilà, la planification d'accompagnement, la manière dont je le fais pour la philosophie, c'est ça. C'est que je vais animer des communautés de recherche philosophique dans leur classe, dans leur zone de travail, et ils vont m'observer. Et puis, rendu à la 3e séance, là, à ce moment-là, ils vont commencer à animer avec moi. Puis là, tout ce temps-là, je leur fournis du matériel philosophique, du matériel, on leur fournit aussi du matériel scientifique. Et puis on leur montre je leur montre plusieurs choix de médiums à utiliser. Ça peut être, j'ai fait une liste tout à l'heure des médiums utilisés. Et puis donc, tranquillement, ils vont commencer à animer avec moi pour finalement qu'il y ait une dernière séance qu'ils vont animer seuls. Et puis, ils vont aussi eux-mêmes planifier leur communauté de recherche. Donc, pour la dernière, je leur laisse vraiment, je leur donne le matériel, puis ils vont construire tout ça, puis là, pour vraiment expérimenter comment on fait. Et puis, donc, voilà. Comment ça commence? Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, l'année passée, c'était 8 séances parce qu'on avait moins d'écoles. Cette année, on a 10 écoles. 10 écoles, donc 16 cours. Ce qui fait que il faut... Le manque de temps fait en sorte qu'on ne peut pas laisser les enfants tranquillement comprendre qu'est-ce qu'une question philosophique. Pour une question de temps, on prend vraiment une séance préparatoire pour préparer au questionnement philosophique, pour que les enfants comprennent un peu ce qu'on attend d'eux. Et puis, ça se fait, généralement, moi j'aime bien le faire avec la lecture d'un texte sur Galilée. Là, on embarque tout de suite dans la science avec l'histoire d'un scientifique philosophe. Et puis, on fait une lecture en groupe. Puis là, on va, les enfants se mettent en petits groupes. Puis, ils vont commencer, on fait un atelier de questionnement. Ils vont penser à des questions ensemble. Puis, finalement, vont les dire pour qu'on les mette au tableau, puis qu'on en discute. Ensuite, une fois que cet atelier-là est fait, là, je leur fournis des cahiers de traces que je vais vous montrer tout à l'heure, puis je leur explique un peu qu'est-ce que c'est qu'une communauté de recherche philosophique. Alors, les questions, déjà, quand ils sont au tableau, la raison pour laquelle j'aime le texte de Galilée, c'est parce que souvent, on va avoir des questions très techniques, puis on va avoir des questions très philosophiques. C'est un texte vraiment qui va aller chercher les deux extrêmes. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je leur dis pas ce que je fais de leurs questions. Je fais juste une ligne au tableau et puis ils me donnent leurs questions au fur et à mesure.
il y a des questions qui vont à gauche, il y a des questions qui vont à droite. Et puis, une fois que tout le monde a donné ses questions, je leur demande qu'est-ce qui différencie les questions de gauche et les questions de droite. Et puis, c'est très rare que j'ai besoin de les aider. Très rapidement, ils vont commencer à dire « Ah, ben à gauche, on dirait que c'est plus des questions qu'on peut avoir dans le texte. » Ou ben à droite, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de réponse bien définie. On peut avoir plusieurs avis différents. À gauche, je pense que dans un livre d'histoire, on pourrait trouver la réponse. À droite, c'est peut-être quelque chose qui s'applique plus à d'autres personnes aussi, pas seulement Galilée, c'est peut-être à d'autres moments dans l'histoire aussi. Alors très rapidement, ils vont comprendre puis ils vont émettre eux-mêmes les critères. Pas nécessairement avec les mots que j'ai, mais on va verbaliser finalement, donc trouver des questions universelles qui peuvent avoir plus d'une réponse. Questions qui mènent à d'autres questions, ça j'aime ça. J'ai juste à prendre une des questions de la rangée de droite, je la pose, j'ai plein de mains levées, j'ai une réponse, ça mène à une autre question, j'ai une autre réponse, une autre question, une autre réponse, une autre question, on est déjà en train de discuter, il faut que je les arrête. Fait que, donc ils comprennent assez rapidement ce qui est attendu d'eux. Ensuite, une fois que ça s'est fait, on leur distribue des carnets de traces. On parlait, Louis a parlé beaucoup des critères de discussion. Donc, ce qui est attendu d'eux quand ils vont discuter, c'est directement là, des communautés de recherche philosophique, accepter d'être corrigées, prendre au sérieux les idées des autres. Donc ça, c'est très inspiré là, des communautés de recherche. Et puis, Myriam aussi disait qu'elle parlait de l'observation, l'importance de l'observation dans la classe. Ils vont avoir les 10 critères en bas de la deuxième rangée en gris, des critères à observer. Donc, quand on discute, c'est peut-être moins évident. Alors, on divise la classe en deux. Il y a les participants, il y a les observateurs. Et les observateurs, eux, ne peuvent pas participer à la discussion, observent et vérifient à ce que les critères, comme apporter des raisons pour dépasser l'opinion, donner des exemples, des contre-exemples, observer l'envers d'une position, remettre en contexte. Donc, tout ça, ils vont devoir l'observer. Et pour faciliter, ça, c'est parmi les journées de rencontre avec les enseignantes on s'est rendu compte qu'on avait besoin peut-être de vulgariser un peu plus pour les enfants, on a mis des mots-clés. Donc, quand on entend « parce que », quand on dit « par exemple », quand on dit « oui, mais », donc ça, c'est tous des mots. Si vous entendez ça, vous le cochez, vous écrivez quelques mots-clés, puis on va vous entendre après la discussion. Une fois que la discussion est terminée, là, il y a les observateurs qui n'ont pas parlé tout le long puis qui se retenaient. Là, enfin, ils peuvent parler et nous dire qu'est-ce qu'ils ont observé. Donc, ça fait un retour métacognitif sur la discussion, finalement, qui a eu lieu. Et puis, ça fait en sorte que ceux qui discutent s'aperçoivent de ce qu'ils ont dit. Ah oui, c'est vrai. Puis, ceux qui observent, quand ils vont discuter, ils ont un petit peu plus conscience de ce qu'ils vont faire. Alors, oui, je vais dépêcher. Pour le premier cycle, là, c'est un peu plus compliqué. Première, deuxième année, là, leur donner un carnet comme ça avec 10 critères à remplir, c'est plus difficile. Donc, ce que j'ai essayé, puis ça fonctionne quand même assez bien, c'est des exercices. Donc, je donne une phrase. Les parents ont toujours raison, oui ou non. Pourquoi? Puis là, ben, ça y est. Puis là, ben, par eux-mêmes, ils vont commencer à dire, à donner eux l'envers d'une position, à fournir des contre-exemples. Puis l'idée, c'est d'expliciter. Ah, là, tu viens de me donner un contre-exemple. Ah, OK, c'est une bonne hypothèse que tu viens de donner. Peut-être qu'effectivement, ça peut être comme ça. Puis, voilà. Puis, il y a aussi le dernier point qui est faire preuve d'esprit critique, où là, c'est plein de critères, finalement, que j'ai mis ensemble, qui fait que, ben, à partir du moment où tu remets en question quelque chose qui a été dit, tu fais preuve d'esprit critique, puis là, ben, tranquillement, de cycle en cycle, ils peuvent préciser, finalement, là, les critères reliés à l'esprit critique. Alors, donc, vous devez vous apercevoir que le moyen de faire la philosophie que j'utilise, c'est les communautés de recherche philosophique. Alors, donc, on a un médium pour avancer la discussion. Je leur demande de se poser des questions ensemble en petits groupes. On met ça au tableau. On passe au vote. La question qui a été choisie va être le tremplin pour la discussion. Et ensuite, il y a des intégrations, des apprentissages. Puis ça, ben, c'est... ouais.
c'est inspiré de plusieurs méthodes différentes. Alors, bon, il y a la communauté de recherche philosophique de Lippmann et Sharp. On a aussi, comme disait tout à l'heure Myriam, il y en a qui disent que les communautés de recherche philosophique, c'est uniquement avec le matériel de Lippmann. Mais en fait, il y a Chirouter qui, elle, a écrit un livre sur comment faire de la philosophie avec les enfants à partir de à partir de la littérature jeunesse. Donc, cette méthode-là, on s'en est inspiré beaucoup. Les observations d'outils de la pensée, comme je vous donnais tout à l'heure, c'est Sasseville et Gagnon qui ont travaillé beaucoup là-dessus. Tosi qui a aussi donné des rôles aux élèves. Donc, c'est les élèves eux-mêmes qui vont donner les tours de parole. Il va y avoir un élève qui va résumer la discussion, qui va faire une synthèse de la discussion. Puis quand il reste du temps à la fin de la discussion, on va lui demander de nous résumer ce qui a été fait. Puis, à la fin, il y a l'élaboration d'une sagesse, où tout le monde travaille ensemble pour essayer de trouver une phrase, une pensée qui va résumer la sagesse. Des fois, ça peut être aussi dessiné, ça peut être une œuvre d'art. On va faire une affiche ensemble. Donc, c'est vraiment sous plusieurs formes que ça se fait. Il y a une variation aussi des démarches. Ça peut autant être de la lecture en groupe, individuel, en équipe, ça peut être des visionnements, ça peut être un opéra, comme cette année, on essaie aussi de faire. Les questions vont être parfois formulées par l'enseignante, parfois formulées par les élèves. Des fois, ça va être voté par les élèves, des fois, ça va être imposé. Donc, on essaie vraiment le plus grande variété possible pour que l'enseignante ait le plus d'outils possible, puis voit comment elle est à l'aise de fonctionner finalement quand elle va animer tout seul les communautés de recherche philosophique. Puis aussi, on s'adapte aussi aux besoins des élèves. Puis, pour que les enseignantes ensuite puissent animer par elles-mêmes, j'ai créé finalement pour chaque thématique des pistes de questionnement philosophique. Je fournis en même temps des citations de philosophes où comme ça, quand ça arrive dans la discussion, les enseignantes ne sont pas complètement déboussolées. Elles ont quand même certaines idées qu'elles ont étudiées à l'avance. Si, par exemple, un enfant qui commence à faire un Descartes de lui-même ou un Rousseau de lui-même, tiens, justement, il y a Rousseau qui a dit la même chose que toi. Puis là, on sort la citation. Donc, ça va susciter aussi là, un intérêt des enfants pour la philosophie. Variation des médiums. J'aime bien utiliser l'allégorie de la caverne de Platon pour enfants. Là, c'est pour la première communauté de recherche philosophique. On peut parler ça peut aller soit de l'épistémologie à la liberté, à l'éducation. Il y a aussi la collection des goûters philo qui viennent de France. Il y a beaucoup de littérature jeunesse, en fait, qui vient de la France. Ça serait peut-être quelque chose à travailler ici. Et puis, il y a aussi la collection de Vie en vie qui raconte la vie des scientifiques aux enfants. Alors là, ça peut être intéressant. Par exemple, Marie Curie que j'utilise pour parler des stéréotypes en sciences. Darwin pour parler de la démarche scientifique ou la théorie de l'évolution. Des vidéos. On a la vidéo C'est pas sorcier qui va expliquer la théorie de l'évolution. Un documentaire sur Monsanto pour ceux qui sont peut-être un peu plus, peut-être vers 5e, 6e année, où là on a des gens de Monsanto qui vont donner leur point de vue et des scientifiques qui sont contre Monsanto. Donc on a le pour, le contre. Puis là, ils peuvent, c'est pas sous forme de débat, sous forme de discussion, mais quand même, donc ils vont aller. Et puis des conférenciers. Alors, à un moment donné, on a eu un conférencier en mathématiques qui a expliqué ce qu'il faisait, un mathématicien, une conférencière en opéra. Donc, là, j'avais un petit vidéo pour vous montrer. On le voit pas, hein? Tant mieux. Je peux quand même prendre un petit 2 minutes? Faut ça que j'ai Merci. Alors, voilà, de la science à la philosophie, le chemin, en fait, qu'ils font, souvent, c'est qu'ils vont réaliser que la démarche scientifique et la démarche philosophique, qu'il y a des similarités. Donc, on émet une hypothèse,
On essaye de la prouver avec des exemples, on fournit des raisons, puis là, on va essayer de la mettre à l'épreuve avec des contre-exemples en observant l'envers de la position, tout ça. Au besoin, à ce moment-là, on va s'autocorriger, nuancer nos propos ou même réfuter l'hypothèse, en émettre une autre, ainsi de suite. Donc, ça apprend aux élèves aussi à s'autocorriger, puis il y a un travail de collaboration aussi qui se fait, tant en philosophie qu'en sciences, là. Je veux dire, toute théorie scientifique vient d'une autre théorie scientifique qui est complétée, en fait. Donc, la co-construction qui se fait. Et voilà, donc, oui, comme je disais, ben, c'est ça, c'est que c'est pas juste pour les sciences. Nous, on le fait dans le cadre des sciences. Bien souvent, les enseignantes... finalement, ben, le petit cartable qui appelait votre cartable de sciences, il finit par être votre cartable d'éthique et culture religieuse. Ça va dépendre de comment est-ce qu'elles veulent faire comment elles veulent faire leur évaluation aussi. Puis c'est ça, tout ce temps-là, ben, en fait, ça aide aux enfants là, à intégrer la matière en l'expérimentant avec la science, en discutant, et puis ben, en même temps, avec les outils du dialogue, ben, ils vont développer leur esprit critique. Et puis, c'est donc un nouveau regard sur l'éducation. Ce qu'on a remarqué, en tout cas, c'est que chez les enseignantes, elles sont complètement déboussolées. Parce que là, pour une fois, il faut qu'elles se taisent. Elles ne peuvent pas rester là et à parler. Donc, on a souvent là, des enseignantes qui vont, par exemple, avoir tendance à parler entre chaque intervention des élèves. Ah oui, alors ce que tu veux dire, c'est... Puis là, non, il y a 10 mains levées, tu n'as pas besoin de parler. Ils sont capables de s'arranger par eux-mêmes. Donc, il y a cette espèce on les sort de leur zone de confort, finalement. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement peut être bien là, dans ce cas-là. Et puis, ben, c'est ça. C'est aussi leur apprendre qu'il faut prendre le temps de penser. Là, comme quand, des fois, dans une discussion, il va y avoir quelques secondes de silence, il faut qu'elle accepte ça. Ben, c'est ça. Je vais finir ça, là. Merci. Peut-être le temps pour une question. Je l'ai quand même fait en 20 minutes ce matin, ça m'en a pris 40. Cette question, ben, s'il y a des questions, vous pouvez aussi aller après posage. Je crois qu'elle va pouvoir répondre après. Oui, ben, écoutez, rapidement, les commentaires. Moi, j'ai fait des ateliers de philosophie pour enfants à la Bibliothèque Archives nationale du Québec l'été dernier. Je n'avais jamais fait de philo pour enfants, aucune formation là-dedans. Je n'ai pas lu ce qui semble être la Bible, je ne sais pas du tout c'est quoi. Bon. C'est parce que, en fait, moi je suis enseignant au cégep, en philo, au cégep Montmorency à Laval. Et puis, parallèlement à ça, je faisais des chroniques à la radio. Je vais à la bibliothèque qui m'en parle super. Ça va bien faire des ateliers pour les enfants. Fait que je me suis dit, bon, si on m'a invité, c'est pas en tant qu'expert de philo pour enfants, je vais aller intuitivement. Je connaissais Anne déjà, je savais qu'elle travaillait là-dedans. Fait que j'ai demandé, bon, un petit peu de me donner un petit résumé de ce à quoi ça peut ressembler, juste pour parler complètement fini. Puis elle m'a dit, bon, des choses qui ressemblent à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire se passer le plus possible. Fait que mon objectif, c'était en dire le moins possible, alors que j'étais là, je voulais laisser parler le plus possible, parce que je me disais, ben, j'ai rien à leur apprendre. C'est pour ça que les domaines, d'ailleurs, je suis plus ou moins, que je me dis que je serais mal à l'aise de dire, de faire une espèce de discours. Regarde comment que, tu sais, une histoire, je sais pas, je serais mal à l'aise de faire ça, je serais plus... Parce que ça, par quoi j'ai commencé, au contraire, j'avais rien à leur dire, vraiment, au début, à part mon nom. C'était écrivez quelque chose. Fait que j'ai commencé par l'écriture, je leur ai fait écrire, je leur ai dit écrivez un mensonge que vous avez déjà fait, n'importe quoi, n'importe quel mensonge, les mains, il y a 2-3 enfants qui disent j'ai jamais menti. Après, bon, oui, t'as sûrement déjà menti, ton ami, je sais pas pourquoi. Fait que là, ils finissent par écrire un mensonge, en échange, je leur demande en fait d'échanger de papier avec le voisin, puis le voisin, il fallait que, là, déjà bon, ça rendait mal à l'aise certains, je ne veux pas dire un mensonge, oui, mais une personne, pas moi. C'est bien important que ce ne soit pas moi ni un des moniteurs, parce que j'étais quand même épaulé par 4 moniteurs de camp et la dame qui m'avait engagé aussi, Marie-Ève Beauregard, c'est un nom là. Alors, on est tous là, puis ils s'échangent leurs trucs, puis le but de l'exercice, c'était qu'ils portent un jugement sur le mensonge de l'autre personne, si tu es correct ou si tu n'es pas correct, puis il fallait que si tu es correct sur ce mensonge-là, sans dire ce qui était écrit sur la feuille, parce qu'il faut garder côté privé de la chose. Fait que déjà, il y avait ça qui permettait d'atteindre quelque chose comme de l'universel, puis pas juste de l'anecdotique, puis sortir de juste. Nomme pas la chose, mais il y en a qui avaient ça.
Mais très rapidement, parce que le thème du mensonge, en fait, ça avait été plus ou moins imposé par les gens qui m'avaient engagé. Ils voulaient que je commence avec ça. Moi, j'étais bon, c'est pas mon bac, trop parler de Kant, de Mill, mais bon, à un moment donné, ça finissait par faire ça. Mais là où j'en suis venu, puis ça, c'est arrivé tout seul quand tu disais qu'il faut laisser aller la chose. Ça en est venu très rapidement à qui on mentit, leurs parents, puis leurs amis. Avec le parler de la relation à l'influence des amis, l'influence de la gang de leurs amis, puis l'influence de l'autorité de leurs parents. Puis là, c'est devenu beaucoup quelque chose qui a tourné, puis ça revenait d'atelier en atelier. Ils avaient entre 8 et 12 ans. Ce qui paraît-il est un bon âge pour faire ça. Comment? Moi, je trouve que c'est mon âge préféré. C'est ça. Bon, ben, ils sont très non, c'est pas difficile de les faire jaser. Ça jasait vraiment tout ça. Donc voilà, c'est ça, c'est arrivé. Puis tous les ateliers ont fini par parler de l'autorité. Qui est le monde des enfants, d'ailleurs, avec Christine de l'autorité, puis ça, bon, c'est des affaires que vous pouvez imaginer. Au point où certains enfants ils disaient, ben oui, mais je vais dire à ma mère, là, tu m'as dit. Tant mieux, c'est pas ça, c'est quelque chose de bon aujourd'hui. Ta mère est pas contente avec le monsieur qui vient faire de la philosophie au camp de jour. Ça, c'était la première moitié de l'atelier. La deuxième moitié de l'atelier, c'est ça, j'ai amené des petits cartons. Ils avaient en amont à la rencontre avec moi, qui était au milieu de la semaine, c'est un grand jour qui durait une semaine, ils avaient préparé des questions philosophiques. Dans les 2 premières journées, le lundi et le mardi, moi j'arrivais le mercredi. Fait que là, la deuxième moitié, moi j'étais, au début, le premier atelier, chaque enfant avait une question. Fait que là, j'avais 15 questions philosophiques, j'avais 1 heure, puis j'étais censé pondre des affaires à propos de ça, live devant eux autres. Fait que bon, c'était comme un challenge, je trouvais ça drôle. Finalement, on a réduit, travailler en équipe, où ils jugeaient, ils faisaient une espèce de vote, puis les 5 meilleures questions, moi je parle là-dessus. Fait que moi je les ai gardées. En tout cas, personnellement, ça a été comme un j'en revenais pas à quel point c'est beau. J'avais jamais fait ça, puis je tripais juste de faire ça. Ça m'a vraiment sorti de mon cadre de quelqu'un qui est dans la première moitié de la séance d'aujourd'hui qui disait ben ça, quelqu'un qui donne le cours d'être humain pendant 20 ans, moi ça fait 5 ans. Là, à un moment donné, il y a une routine qui s'installe, ça te fait sortir de ça. Là. Puis en tout cas, ça m'a complètement inspiré de dire bon, je vous en ai une couple parce que ça vaut vraiment la peine. Est-ce que c'est important de nommer les choses? Moi, j'en revenais pas. Pourquoi personne ne veut mourir et préfère vivre alors que personne ne sait ce qu'est la mort? Pourquoi existe-t-il des croyances? Ah, ça, c'est oui, là, je les aimais quand celle qui était plus funky. Mon corps, est-ce vraiment moi? Voilà, ça. Oui, quand même. Sinon, pourquoi on ne se sent pas dans le corps d'une autre personne? Ça, c'était bon, la même question, encore mieux. Oui, ça, c'était ma préférée. Il y a 12 ans? 8 souvent. C'est sûr, je ne sais pas à quel point les moniteurs ils ont essayé de. Ah, tu pourrais le dire. Elle me disait non, elle jurait non. Mais la meilleure, c'était vraiment ça. Pourquoi, en tout cas, à mon sens, pourquoi catégorise-t-on tout? Vivant, non vivant, vertébré, invertébré, liquide, solide, avec un dessin, là, tu sais, puis là, t'as le soleil, tout ça. Moi, j'ai vraiment trippé, puis on travaillait là-dessus, puis on jasait, puis moi, j'essayais de répondre, puis évidemment, qu'est-ce que tu veux faire avec des questions de même? Mais le but, c'était que moi, je dise quelque chose, puis qu'eux me disent non, oui, mais, on parlait. Parce que ben, ça sert à rien, comme évidemment, je ne suis pas là pour leur dire c'est quoi le sens de la vie, je suis là pour les faire jaser. Quand ils arrivaient, ou quand ils disaient oui, ok, d'accord, puis ça finissait là, je dis non, t'as pas compris, il faut que tu me dises que j'ai pas rapport. Quand certains mieux que d'autres, je dirais, finissaient par comprendre ça. Mais bon, là, je vais en venir, puis je vais conclure là-dessus quand même rapidement. C'est que ces cartons-là, je les ai gardés, puis quand je suis revenu au cégep, l'automne d'après, j'ai dit à mes étudiants qui ont 17 ans, j'ai dit, j'ai fait de la philo pour enfants cet été, ça m'a complètement exalté, puis je veux me resservir de tout ça. Là, j'avais aucune idée comment j'allais faire ça, j'avais une session devant moi pour trouver quelque chose comment faire, puis je me suis dit, ben, comment faire sinon que l'examen final de la session. À l'examen final, j'ai sorti mes petits cartons, puis là, je leur ai dit, bon, ok, on a vu Platon, on a vu Aristote, puis là, j'insiste beaucoup sur les codes d'Athènes, ça, puis ça, la main en haut, la main en bas, puis j'ai dit, bon, vous allez voir chacun une question différente. Puis il faut répondre soit Platon, soit d'un point de vue platonicien, soit d'un point de vue aristotélicien, sur la question sur le carton. Puis il y arrive. Il y en a qui me disaient ah, ben là, je ne sais pas comment faire. Donc là, il y avait comme une question safe qu'on avait plus travaillé en classe, le sens de la vie, puis les plus y aller. Bref. Ce que je trouve, bon, mon inquiétude, je dirais, par rapport à la philo pour enfants, puis comme néophyte, parce que vous travaillez pas mal tous plus là-dedans que moi, c'est que ça devienne qu'il n'y ait pas le retour. Le retour vers l'institution, justement. Je parlais de rapport aux institutions, c'est que ça devienne, tu sais, parce que oui, effectivement, faire de la philo, pas comme à l'université, pas comme que ça soit pas du savoir transmis, du savoir imposé, du savoir classique, là, finalement, là, des vieilles écoles comme l'université Montréal.
mais que ça soit libre finalement, mais que cette liberté-là finalement, qu'elle soit réinvestie, c'est ça que j'essaie de faire avec mon petit domaine, après ce que j'ai fait, mais que cette liberté-là revienne, puis que ça soit pas tout simplement, ben nous autres on veut pas cette structure-là, on veut pas cette tour d'ivoire-là, fait qu'on va créer notre tour à côté à nous autres. Que ça soit juste une autre clé, un autre affaire, un autre. Nous autres on est de même, puis là, faites ce que vous voulez à l'université, on veut rien savoir de tout ça, on va avoir notre communauté d'experts, notre communauté de savoir-faire, de méthodologie, etc. Je veux dire, si on veut pas être, en tout cas, je ne sais pas comment le dire autrement, si on veut pas, il ne faut pas snobber ceux qu'on trouve snob. De pas juste inverser le schéma, tu sais. C'est là que j'en suis dans ma réflexion. Puis bon, j'ai préparé un atelier de 2 heures, c'est pas grand-chose. Mais je vais en faire plus parce que ça nourrit, puis en tout cas, c'est ça que je pense qui, pour moi, qui va continuer à s'analyser. C'est ça. Comme ça, je gagne ma vie. Mais de continuer de nourrir les structures traditionnelles avec ça. Voilà. Merci à tout le monde. J'aimerais rebondir là-dessus parce que le problème que je vois avec justement nourrir les institutions académiques, collégiales, à partir, c'est intéressant ce que tu as fait, en effet, d'amener ces questions-là à des étudiants de collégiaux. L'enjeu, c'est qu'habituellement, disons, tu as une institution universitaire qui va venir nourrir les pratiques philosophiques qu'on fait. Donc, je pense, la philo pour enfants, c'est souvent dans les universités que c'est développé. Chez Execo, il y a eu un rapport de recherche d'un laboratoire universitaire sur les pratiques. Et ça a l'air, en fait, les institutions semblent accepter les pratiques dans la mesure où est-ce que c'est elles qui les façonnent. Mais une fois où est-ce qu'il faut ramener ces savoirs dans les universités, mais c'est là qu'il y a de la résistance. Ouais. Je veux dire, je pense que tout le monde qui fait de la philo, pas tout le monde, c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de gens qui font de la philo, de nouvelles pratiques philosophiques, qui viennent du milieu universitaire et qui vont dans ces nouvelles pratiques-là, justement à cause d'une espèce d'insatisfaction où, pas parce que la philo universitaire ça vaut rien, mais c'est parce que c'est incomplet. Et bon, il y en a qui semblent trouver tout ce qu'ils veulent là-dedans, et c'est dur de convaincre ces gens-là que tu sais, que la personne sur le coin de la rue qui quête, qui habituellement t'ignore, ben lui seul a quelque chose à dire, tu sais, puis elle aussi a quelque chose à dire sur je sais pas, sur l'être en tant que tel, tu sais, puis elle va peut-être pas le dire comme ça, mais peut-être elle va le dire. Non, c'est ça. C'est souvent une espèce de position de tenancière, d'une idée de trickle-down economy, mais appliquée un peu à la philosophie. Tu sais, bon, ben, moi, je pousse dans mon domaine, et ça découlera, ça percolera vers les masses pour pouvoir apporter l'éclair de la pensée dans un éventuel un de ces camps. Je pense que ça fait partie aussi des frustrations que je ressens. Mais les CRP se font au cégep et à l'université, comme tous les cours de cégep étaient en CRP. Ben c'est ça, au cégep, ben c'est ça. Moi, je le fais, moi je peux le faire au cégep. Ouais. L'université, par exemple, j'avoue que moi je suis comme, là, ça fait longtemps que je fais comme plus l'université. C'est ça, c'est des séminaires, tu sais, les séminaires sous ce format-là. Oui, mais les séminaires, ça dépend quel séminaire, mais c'est encore autre. Dans les mêmes CRP. Ouais, c'est ça. Ben, si je peux continuer là-dessus, c'est que j'allais dire la même chose, c'est ça, c'est. Moi, quand j'ai suivi la formation à Québec de communauté de recherche philosophique, j'étais paniquée. Je me disais, mais il s'en prend partout. On doit faire ça à l'université, dans toutes les écoles, à tous les niveaux. Puis je me suis dit, mais comment on va convaincre le gouvernement? Puis c'est là que j'ai tout fait. Puis je me suis aperçue, en parlant avec Myriam, qui a fait partie de ma formation, Michel Sasseville, que finalement, wow, on relaxe. C'est plus du bottom-up que du top-down. Dans la manière de pratiquer, puis dans la manière d'arriver dans la société. J'ai l'impression que c'est du bouche à oreille. Là, aujourd'hui, on s'est rencontrés, tout le monde. Il y a plein de gens qui ne se connaissaient pas, qui ne savaient même pas qu'on faisait pas mal toute la même affaire. Je pense que c'est une question, il y a comme des cellules qui se font un peu partout. Ça va, c'est ça, ça va se contaminer. De plus en plus, les institutions, j'ai l'impression. De là à dire que dans 3-4 ans,
c'est comme ça que ça va se passer dans les universités en philosophie, peut-être pas. Mais oui, c'est ça, dépendamment des subventions qu'on peut recevoir, dépendamment des gens qui s'intéressent, des communications qu'on fait, je pense que ça, éventuellement, ça peut devenir quelque chose d'officiel, inter-institution et vraiment. Sans vouloir répéter cette histoire-là, je pense qu'il y a un truc, une raison pour laquelle l'Académie ne fait pas ça depuis des millénaires, par exemple. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait à l'université essentiellement? C'est qu'on fait des articles. On essaie de créer puis l'affaire, c'est que quand on crée des articles, ça a ses propres contraintes. L'idée, c'est de créer des concepts, puis des savoirs qu'on formule d'une certaine façon, dans certains concepts, certains narratifs, qui nous permettent après ça de les prendre puis de les envoyer dans d'autres classes. C'est pour ça aussi que si on est dans le cas, essayer de faire des articles scientifiques ou académiques, c'est pour ça que c'est tellement difficile, parce que dans le fond, il faut comme tellement sortir puis de structurer selon ces exemples. Il y a un fil, puis il y a un truc, puis j'ai l'impression que peut-être ça m'amène à me poser aussi une question qui est, parce que là, je suis avec tout ce qui s'est passé ici, évidemment, puis tout le café que j'ai vu, ça me fait penser, puis là, je commence à penser à d'autres façons, évidemment, que je pourrais formuler ça, parce que je ne suis pas social en plus ce que j'ai dit aujourd'hui. Puis, je me dis qu'éventuellement, peut-être que là, en ce moment, quand on partage nos expériences, on en est vraiment dans un partage d'expérience. Moi, je suis arrivé, j'ai eu tel genre de groupe, j'ai fait tel genre d'affaires, j'ai fait tel genre de choses. Mais après ça, le travail de se réapproprier le travail justement, ça demande beaucoup d'efforts parce qu'on est obligé de prendre ça, adapter ça à notre langage, adapter ça à notre contexte, puis éventuellement, prendre cette chose-là. Je pense que à un moment donné, il va falloir que, de la même façon que les universités ont développé une façon de passer le savoir scientifique, il va falloir qu'on trouve une façon de passer le savoir pratique des communautés de recherche. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. C'est nouveau en communauté. C'est ça. Ça peut prendre du temps comme ça pour 4 ans. Pas sûr, mais avec le temps. On est en retard, il y a des pays qui font ça. C'est vraiment structuré, c'est établi, c'est reconnu comme une compétence d'enseignement. On est en progrès. Carolina est partie. Beaucoup, elle a pu en parler, elle vient de Colombie. Puis là, la philosophie commence au primaire, c'est officiel. Puis elle animait des communautés de recherche philosophique à partir de. Elle fait vraiment tous les âges. C'est à partir du primaire jusqu'au secondaire. Là, c'est vraiment, ça fait partie du programme de. Imagine quelqu'un à l'université qui appelle et qui a fait le prix. Oui, c'est ce que je me dis. Je dirais mieux du bac va être. Je veux dire, ce ne sera plus de l'histoire de la philo. Ça va être la discussion. Ça va pousser les idées de l'intérieur. C'est tellement loin. Tu veux dire quelque chose là? Tu vas rien tous. Écoutez, je pense qu'on peut en parler encore longtemps. On n'a pas assez de temps. Je pense que c'est une bonne nouvelle. En même temps, c'est un peu frustrant, mais je tiens à tous vous remercier. J'espère qu'on pourra faire d'autres comme ça la prochaine. Merci. Merci à toi.